Bon, rebonjour à tous. Et donc là, on passe à l'après-midi du colloque et on va commencer tout de suite donc, avec la conférence plénière de monsieur Éric Bidot. Donc je présente un petit peu notre intervenant avant de lui laisser la parole. Donc Éric Bidot, vous étiez avant MCF HDR à l'Université Paris 13, aussi responsable du Master Pro Enfants et Adolescence et responsable de l'axe du laboratoire Langage et Écriture. Vous êtes maintenant professeur en psychopathologie clinique à Paris 7, donc dans notre UFR. Vous faites votre recherche particulièrement sur la question du visage et son devenir théorique dans la théorie analytique, et même on peut dire sur l'approche psychanalytique du visage à partir des enjeux de tout ce qui est objet, voix et regard. Vous travaillez aussi sur la clinique des processus critiques et des événements du corps à l'adolescence, en particulier sous l'angle des phénomènes dysmorphophobiques, et enfin aussi sur la psychopathologie et la clinique de l'oralité, et plus largement sur les problématiques addictives comme les troubles de la conduite alimentaire, addiction toxicomaniaque et une nouvelle forme d'accrochage à l'image virtuelle. Alors nous, si on vous a contacté aujourd'hui, c'est surtout parce que on avait beaucoup accroché avec votre dernier livre qui s'appelle Psychanalyse et pornographie. Donc pour expliquer rapidement, on va dire, c'est un ouvrage qui se propose de considérer la pornographie pour nous de manière tout à fait novatrice, donc un peu comme un fait dont la psychanalyse recevrait les discours à la place qui est la sienne, dans les cures mais aussi hors des murs. Donc en fait c'est un peu un livre qui est loin de tout ce qui est panique morale qu'on peut voir chez beaucoup de psys aujourd'hui, mais aussi dans les médias. Et en fait vous avez choisi d'examiner la pornographie comme une forme culturelle dans l'ordinaire des évolutions adolescentes, dans ses rapports avec l'amour. Et pour finir, vous animez aussi un séminaire à Espace Analytique qui s'appelle Recherche sur le visage, une actualité de la psychanalyse. Voilà, donc ça c'est pour le CV, donc je vous laisse directement la parole. Très bien. Merci beaucoup. Donc merci, oui, c'est une présentation très synthétique. D'abord, bon, je remercie les organisateurs, M. Dury, de m'avoir invité à cette journée sur un thème, la question du corps. Et aujourd'hui, je parlerai de ce que j'ai appelé le corps pornographique. Donc, je l'expliquerai un petit peu, c'est-à-dire est-ce qu'il existe un corps pornographique, c'est-à-dire est-ce que la pornographie induit, on va dire, dans l'imaginaire collectif, des figures, des formes, des modèles même, et comme souvent on peut l'entendre, est-ce que la pornographie d'ailleurs a des effets nuisibles sur la sexualité en développement, c'est-à-dire, si on peut dire les choses comme ça, disons, la sexualité des adolescents. Est-ce que la diffusion de masse, je ne vais pas revenir là-dessus, sur Internet, de la pornographie, et donc l'accès extrêmement facile à tout âge à la pornographie. Moi, mon rôle n'est pas de porter un jugement moral, naturellement, bien que naturellement ce soit important, que ce soit la fonction aussi de toute société de définir ses limites, de définir ses interdits. Elle le fait d'une certaine façon, mais relativement hypocritement, si on peut dire, puisque les choses ne fonctionnent pas vraiment. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer d'apporter, alors on va dire un regard psychanalytique. Est-ce que la psychanalyse est capable de dire quelque chose, on va dire, qui lui appartienne, au-delà de toutes les moralisations dont elle est capable, parce qu'il y a chez un certain nombre de psys, pas simplement par rapport à la pornographie, mais des conduites, on va dire, pudibondes, voire assez réactionnaires, et en tous les cas, par rapport à la sexualité, quand même, la sexualité c'est quand même ce qui est au cœur de la psychanalyse, alors pas n'importe laquelle non plus, mais enfin ce qui a quand même intéressé Freud dès le départ, c'est la question de la sexualité, et pas simplement la sexualité infantile, la sexualité dans son expression la plus quotidienne. Hein. Bon, donc la pornographie aujourd'hui est une forme, on va dire, oui, culturelle, je dis les choses comme ça, c'est-à-dire ni plus ni moins, avec sans doute ses valeurs, enfin, c'est-à-dire elle rentre dans la culture, même si le mot culture, beaucoup ont du mal à appliquer le mot culture à la pornographie, mais la pornographie appartient, on va dire, au champ de la culture qu'on appelait autrefois la culture populaire, mais aujourd'hui ça a un côté aussi un peu péjoratif, mais disons, on va dire la culture du monde, disons les choses comme ça.
Donc, alors ce que je voudrais, je m'assois, hein, c'est bon. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, donc, c'est vous parler de ce que j'ai appelé le corps pornographique, en essayant de sortir, on va dire, du pur phénomène. Je ne vais pas aujourd'hui décrire les 1000 formes, on va dire, du corps tel qu'il peut apparaître dans la pornographie, ça serait interminable et c'est pas ça qui est intéressant, mais c'est la manière dont, on va dire, le regard rencontre le corps quand il traverse, on va dire, l'écran dit pornographique. Donc, comme je disais, le porno, par opposition à la pornographie, hein, il faut bien comprendre que la pornographie est une discipline, si je puis dire, enfin, qui existe depuis l'origine même des sociétés. Hein, on n'a pas attendu notre époque pour que apparaisse l'expression crue de l'acte sexuel ou de toute forme, on va dire, de dessin, en quelque sorte, destiné à produire de l'excitation chez celui qui le regarde. C'est ça la pornographie, toujours. Hein. Produire de l'excitation sexuelle, naturellement. Ça, c'est une chose qui existe depuis, on va dire, très longtemps. Hein. On trouve, enfin, bon, naturellement, des dessins, des graffitis dès les époques les plus anciennes. Ce qui nous intéresse, nous, enfin, ce qui m'intéresse moi, disons, c'est l'apparition moderne, donc dans notre modernité, non pas donc de la pornographie, mais du porno. C'est ça qui est important, qui est intéressant. Aujourd'hui, on regarde du porno. Alors la graphie, d'une certaine façon, a disparu de la pornographie. La graphie, c'est-à-dire, on va dire, l'écriture. Voilà. Parce que vous savez que étymologiquement, pornographie, c'est écriture, porn, alors de la prostituée. Hein, c'est-à-dire, il y a toujours un lien étymologiquement. Alors, c'est plus compliqué que ça, parce que est-ce que la pornographie a à voir avec la prostitution? Oui et non, c'est plus compliqué. En tous les cas, la pornographie est aujourd'hui encore une scène que moi j'ai appelée prostitutionnelle, de toute façon. Hein. C'est-à-dire une scène que je paye, pas d'ailleurs, mais enfin bon, que je peux payer, on va dire, d'une certaine façon, pour obtenir sur moi-même ou sur d'autres personnes qui sont associées à moi une excitation sexuelle qui débouchera sur un acte sexuel, éventuellement, ou sur un acte masturbatoire, qui est quand même l'issue la plus fréquente lorsqu'on regarde particulièrement s'agissant des adolescents. Le porno, c'est quelque chose qui se définit assez simplement comme ça. Et la graphie ayant disparu, reste le porno. Qu'est-ce que c'est que le porno? En tous les cas, c'est quelque chose qui nous renvoie au régime contemporain de la visibilité, j'allais dire, de la sexualité. Le sexe, c'est, selon moi, disons, le nom qu'on donne, ou le nom donné à cette nouvelle visibilité de la sexualité, depuis donc l'extension d'Internet, hein, j'insiste beaucoup là-dessus. La pornographie de masse, si on peut dire les choses comme ça, ou en tous les cas la pornographie accessible à tous, a commencé, au-delà des petits cercles extrêmement confidentiels et d'initiés, a commencé avec l'apparition naturellement enfin je ne vais pas faire toute l'histoire, mais ça a commencé avec le cinéma dit X, donc dans les salles. Ensuite il y a eu le fameux magnétoscope, les fameuses bandes VHS, vous savez, ces gros machins, etc. Après il y a eu ce qui a tué le cinéma pornographique. Il n'y a plus de cinéma porno à Paris. Enfin, il y a une salle qui se visite, mais bon, qui se visite, mais qui est presque amusée d'une certaine façon. Donc la pornographie ou le porno est rentré, on va dire, dans le foyer. C'est une affaire maintenant totalement domestique, totalement individuelle. Et donc on a quelque chose qui est devenu, alors c'est tout le paradoxe de cette question, c'est-à-dire qui est devenu une affaire intime en quelque sorte, tout en étant une affaire collective. Hein, tout en étant on va dire, un théâtre pour tous.
tout en étant naturellement une affaire extrêmement privée. Alors, maintenant, essayons d'aller là où je veux en venir. Qu'est-ce que ça fabrique le porno? C'est-à-dire quel corps fabrique le porno? Qu'est-ce que ça fabrique le porno, si on peut dire? Alors, pour aborder cette question, je n'ai pas la prétention d'ailleurs de répondre d'une manière définitive à cette question, mais disons que pour aborder la question et essayer d'y répondre, je commencerai par porter on va dire un éclairage sur ce que moi j'appelle la dimension de l'obscène et à partir de son origine. Je prends le terme obscène, je pourrais en prendre un autre, c'est-à-dire il y a tout un champ lexical très intéressant si on veut définir le pornographique d'un point de vue extrêmement descriptif. C'est on va dire du cinéma obscène, du cinéma qui exploite la vision crue des sexes en action ou qui exploite, on va dire, cette hypervisibilité du corps sexuel et j'allais dire d'une hypervisibilité, c'est-à-dire d'une hyper-réalité, puisque d'une certaine façon, on a du sexe cru dit hyper-réaliste, et au bout du compte, on a des scènes surréalistes en quelque sorte. C'est-à-dire ce qu'on voit, c'est ce qui évidemment, on ne voit jamais, on va dire, dans ce qui serait le réel de notre sexualité. Alors, le terme obscène, qui est un terme, je le prends parce que c'est un terme qui a une existence anthropologique, si vous voulez, une force anthropologique importante. Quand je dis force anthropologique, ça veut dire que c'est une notion qui traverse, alors avec des définitions qui évoluent, mais une notion qui traverse les sociétés depuis, on va dire, enfin les sociétés plus anciennes, donc depuis les origines. Bon, bien que ce soit compliqué de savoir à quel moment on commence une origine, mais si on prend, si vous voulez, la civilisation gréco-latine, c'est-à-dire celle qui nous précède, on va dire, quand je dis précède, c'est-à-dire celle qui précède la culture dite monothéiste, etc. Donc le terme obscène a une existence tout à fait intéressante, c'est-à-dire quelle signification il avait. Alors le terme obscène appartient à la langue des présages. Ça c'est très intéressant, ce qui aujourd'hui a disparu. C'est-à-dire des présages, ce qu'on appelait des augures. Hein, c'est-à-dire un objet, un oiseau, quelque chose détient un signe, un bon signe ou un mauvais signe, contient ce qu'on appelle encore aujourd'hui le mauvais œil, hein, par exemple, c'est-à-dire est signe d'une catastrophe ou d'un événement à venir. Dans les sociétés donc anciennes, le terme obscène pouvait s'appliquer à ce qui contenait donc ce mauvais signe. Donc, le terme appartient à la fois à la langue des présages et, curieusement, ne peut pas se définir par rapport à ce qui peut être vu. C'est-à-dire c'est quelque chose qui ne participe pas de la vision. Il est plus exactement, si vous voulez, quand on descend dans la définition du terme, il est plus exactement, il est, l'obscène donc, ce qui interdit toute opération de vision. En étant cet œil qui nous rencontre et nous assigne à la mort. Hein, il y avait l'objet dit obscène était un objet d'une certaine façon dont il fallait se méfier parce qu'il peut nous assigner à la mort ou en tous les cas à quelque chose de semblable. Très rapidement, naturellement, la figure de Méduse que vous connaissez, je pense tous, la figure de Méduse est une figure obscène par excellence. Hein, c'est-à-dire c'est cette dont Freud a parlé, je vous renvoie, vous savez, à l'article de Freud, le petit article très intéressant qui s'appelle La tête de Méduse, il me semble, c'est comme ça, et donc où Freud reprend le mythe de Méduse qui, je ne vais pas rentrer dans ce mythe, mais dans le fait que regarder Méduse a pour conséquence la pétrification de celui qui le regarde. On ne peut pas regarder une Méduse en face, dans les yeux, sans y laisser sa propre vie. Ça, donc il y a la seule façon de regarder Méduse, et donc d'avoir un rapport à l'obscène, justement, à l'obscène de Méduse, c'est faire ce qu'on appelle aujourd'hui un pas de côté. Vous savez, je vous renvoie à l'histoire de Persée dans l'histoire de Méduse, c'est-à-dire c'est celui qui regarde Méduse
mais uniquement avec, on va dire, son bouclier, c'est-à-dire son miroir. On ne voit pas Méduse, on ne voit pas le réel de Méduse, on voit son image, c'est la seule possibilité. Alors, ça c'est intéressant pour comprendre quelque chose au fonctionnement moderne de l'obscène, c'est que c'est pareil. Regarder du porno, ça n'est pas regarder, j'allais dire, le sexe en face. C'est regarder un déplacement. C'est regarder, on va dire, du corps dans un bouclier, j'allais dire, dans un miroir, dans une déformation particulière. Hein. Alors, sans aller trop vite, donc, retenons au moins cette notion un peu refoulée aujourd'hui, ou pas oubliée si vous voulez, c'est l'obscénité antique équivaut à la mort ou à la folie. Quelque chose on peut dire traumatique, qui peut transfigurer, mais à la fois, c'est quelque chose qui a naturellement une vertu fascinante. On va au-devant. Il ne s'agit pas de reculer, c'est ça toute la question. Il ne s'agit pas de fuir l'obscène. Il s'agit, on va dire, de s'en méfier, mais il s'agit d'y aller. Il s'agit d'y aller. Hein. Et donc, comme Persée dans le mythe, il va pour ensuite vaincre Méduse, si vous rentrez dans le mythe. Vous savez, il coupe la tête, il met la tête de Méduse dans le sac, et il en devient maître en quelque sorte. Mais d'une certaine façon, il n'a pas reculé du tout devant l'obscénité. Alors, donc pour aller dire les choses ainsi, la pornographie, et le porno aujourd'hui si vous voulez, est une forme d'obscénité. Alors c'est là où je peux peut-être compliquer les choses, mais c'est une obscénité surmontée, un choc contenu. La scène pornographique, si vous voulez, le théâtre pornographique, c'est dans une certaine mesure une parade à l'obscène. C'est-à-dire que l'obscène de la pornographie, du film pornographique, est un obscène, on le verra, j'en dirai quelques mots ensuite, est un obscène extrêmement codifié, extrêmement contenu, extrêmement surnaturalisé. Il y a une forme d'obscène, d'évitement de l'obscène dans le film pornographique. L'obscène, c'est-à-dire la vision crue, on va dire, du sexe, n'est pas curieusement ce qu'on voit dans le film pornographique. Ce qu'on voit dans le film pornographique, c'est une théâtralité, une sur-théâtralité, si vous voulez, pourquoi pas, on va dire une hystérie du sexe, hein, mais certainement pas ce qui serait, on va dire, une pornographie impossible à regarder en face. Et il y a des exemples, je pourrais en donner certains, c'est-à-dire quels seraient sur la scène contemporaine des exemples de pornographie extrêmement difficiles à supporter dans le cinéma, par exemple. Je parle du cinéma en particulier là. C'est, par exemple, toute cette pornographie exploitée, enfin, mais dans le sens du terme, par des artistes, je pense, c'est pas notre sujet, mais je fais une petite parenthèse. Il s'agirait, par exemple, de rentrer dans l'examen, l'analyse du film de Pasolini, vous savez, Les 120 jours de Sodome, où là, vous avez une expression crue du sexe, mais dans sa transgressivité. À tel point que ce film a fait évidemment scandale, alors, on dit que la mort de Pasolini n'est pas sans rapport d'ailleurs avec cette histoire. Enfin bon. Donc, ce qui nous intéresse ici, on peut rester, essayez de ne pas faire trop de digression justement pour rester sur mon sujet, hein, c'est que l'obscène originelle, l'obscène antique, c'est toujours quelque chose qui vise à aller derrière, si vous voulez, à percer le corps. Hein, donc ça c'est une deuxième dimension tout à fait intéressante. La chair derrière la chair. L'intérieur du corps est une figure permanente de l'obscénité depuis l'Antiquité. L'intérieur du corps, ce qui porte bon ou mauvais présage d'aller voir. Il y a un sens antique oublié aujourd'hui naturellement de l'obscénité dans une pratique
on va dire, divinatoire de l'époque. Vous savez qu'on appelait les aruspices, je ne sais pas si c'est un mot que vous voyez. C'était un truc qui consistait à prédire l'avenir dans les entrailles des animaux. Vous savez alors maintenant, on ne fait plus ça, mais c'est ce qui permet, c'était l'acte qui permettait d'aller à l'intérieur du corps, à l'intérieur du ventre, et c'est ce qui, on va dire, cette autopsie en quelque sorte, déployait une certaine obscénité. Alors on pourrait dire que, faire des rapprochements qui sont toujours intéressants, c'est que notre époque serait d'une certaine façon une époque extrêmement obscène dans son rapport à l'intérieur du corps. Hein, c'est-à-dire que notre technologie étant naturellement, l'intérieur du corps est scruté. On ne cesse de regarder à l'intérieur du corps, ne serait-ce que l'échographie est une manière de regarder à l'intérieur du corps. Toute forme de radiographie est une manière de regarder à l'intérieur du corps. On veut voir là où, d'une certaine façon, il n'est pas possible d'aller voir. Et pourtant, on va voir. Mais bon, si vous regardez une échographie, vous voyez naturellement un bébé, pourquoi pas, mais d'une certaine façon, vous ne voyez pas l'intérieur du corps. Vous avez une représentation de l'intérieur du corps, évidemment. Hein. Voir l'intérieur du corps, ce serait ouvrir le ventre d'une femme et regarder dedans. Ce qui, évidemment, n'est pas conseillé. Hein. Donc, une certaine logique de l'obscène, et qui apparaît dans la pornographie, c'est pénétrer derrière le paraître du corps, comme pour voir derrière la peau. Il y a toujours ça c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut, c'est pas encore une fois le rapport au corps, le corps de la pornographie, c'est pas l'amateur de pornographie, c'est pas quelqu'un qui va, on va dire, comme on dit, regarder du nu, des corps nus. C'est pas, on peut être amateur de corps nus, mais c'est pas du tout ça. La pornographie, l'amateur de pornographie se moque bien de ce qui est nu ou pas nu. Ce qui l'intéresse, c'est cette logique, on va dire, de traverser la peau. Il faut que le regard, quand je dis traverser la peau, il faut que le regard regarde à l'intérieur, hein, pénètre à l'intérieur du corps. Hein. Alors, quand il y a, j'ai fait une petite aussi parenthèse sur quand on s'intéresse au regard que la médecine a porté sur le corps, c'est-à-dire l'histoire même du regard médical sur le corps, et notamment comment est-ce que la médecine s'est intéressée à l'intérieur ou à la surface du corps. Très rapidement, ce qui est intéressant, c'est de voir, vous savez, il y a une histoire de l'anatomie. Pendant longtemps, vous savez que regarder à l'intérieur du corps était totalement proscrit par la religion. Vous savez que au moins jusqu'à la Renaissance, bon, enfin il y aurait toute une histoire à mener, mais c'était parfaitement sacrilège que d'aller voir dans le corps. Hein. Donc après, la médecine est rentrée avec son histoire où il s'agissait d'aller voir, donc on autopsiait les corps, on fabriquait des écorchés, vous savez, pour apprendre, on va dire, l'anatomie. Hein. Et alors ce qui est intéressant, c'est que maintenant les choses ont un peu évolué, mais pendant très longtemps, il y avait deux catégories genrées, comme on dit aujourd'hui. L'écorché qu'on montre aux étudiants en médecine, par exemple, pour figurer, faire voir justement la musculature, c'est toujours une figure masculine. Toujours. Et on va dire, lorsqu'on veut montrer les viscères, donc l'intérieur du corps, le cœur, les intestins, etc., c'est toujours une femme qu'on montre. C'est-à-dire, l'écorché renvoie toujours à une figure masculine, ou la figure masculine renvoie à l'écorché, et la femme renvoie, on va dire, à une représentation du corps ouvert, du corps transparent. Hein. Donc, on a deux logiques par rapport à la question du corps masculin et du corps féminin. Le corps masculin est un corps écorché, le corps féminin est un corps, on va dire, pénétré et ouvert. Alors ça, ce que je dis là, c'est on va dire la vision la plus originelle, la plus archaïque même de la question de l'obscène, et comme nous sommes
psychanalystes, nous nous intéressons à, on va dire, à ce qui appartient, on va dire, au mouvement, enfin, et à toutes les traces les plus anciennes, et déposées dans le langage. Il s'agit quand même fondamentalement de ça. Alors, essayons maintenant de regarder notre corps, mais dans sa vision, enfin sa présentation contemporaine. J'espère que vous avez compris, donc j'essaye de montrer que l'obscène de la pornographie est un obscène surmonté, un obscène fabriqué qui vise d'une certaine façon à mettre ou à tenir à distance un obscène inapprochable. On va dire un réel du corps, pour dire les choses d'une manière plus lacanienne, un réel du corps. Hein. Donc l'obscène de notre pornographie contemporaine est un obscène fabriqué. Alors, comment, c'est comme ça que j'ai présenté les choses, comment se caractérise la scène obscène, on va dire, du porno? Première chose, c'est en tous les cas, façon de présenter les choses, hein, ce qui caractérise cette scène est le grotesque. Qu'est-ce que ça veut dire le grotesque? Un corps grotesque. Alors, ça a un côté effectivement un peu péjoratif, hein, mais il faut prendre le terme grotesque dans le sens aussi, dans le multiple qu'il a pu prendre. Je passe sur les différentes étymologies, on ne va pas passer notre temps à faire ça, mais donc le grotesque, c'est défini le plus de vrai, le rajout de forme, le plus de cris, plus de posture, plus de décorum, si vous voulez. Hein. On peut voir derrière le terme grotesque, c'est un terme, pareil, un adjectif qu'on appliquait au XIXe siècle d'ailleurs, à cette. Lorsque a commencé l'invention des, on va dire, des jardins d'intérieur, des faux jardins, justement. Comme à Paris, il y a des jardins parisiens, si vous allez au parc Monceau, par exemple, mettons, c'est un très beau parc, mais c'est un faux parc. Les temples, vous savez, les temples d'amour, comme on dit, sont des faux temples. Enfin, c'est-à-dire, c'est des temples qui ont été posés là pour créer ce parc. Alors, et ça peut marcher d'ailleurs, c'est pas... Bon, très bien. Donc, le grotesque s'applique à ce qu'on imite, à l'imitation. L'art grotesque des jardins, comme on disait autrefois, donc, rajoute de la nature à la nature, du rocher, de la végétation, du signe au signe. On sursigne. Le sexe d'une femme, par exemple, montré sur la scène ordinaire d'un film porno. Alors, le sexe d'une femme montré sur la... Bon, il y a plein de façons, mais on est dans une forme d'hyper-visibilité du sexe. Le sexe d'une femme montré sur la scène ordinaire d'un film porno est un sexe qu'on peut qualifier de grotesque. On pourrait dire la même chose, on va dire, du sexe masculin, hein, bien sûr. En tant qu'il va être, alors c'est là ce qui est intéressant pour moi, c'est en tant qu'il va être un sexe maquillé, fabriqué, dénaturalisé, à force de surnaturalité, si vous voulez. C'est pour ça que je dis que c'est un sexe visage. Pourquoi visage? C'est-à-dire, c'est cette zone intime, naturellement, cette zone intime qui devient visage. Pourquoi? Parce que c'est un sexe qui est arrangé, qui est coiffé d'une certaine façon, hein, qui est, on verra tout à l'heure comment d'ailleurs la question aujourd'hui de cette fameuse, vous savez, disparition de la pilosité pubienne dans les films porno, bon, voilà un phénomène qui est intéressant finalement, et qui n'existait pas il y a 30 ans. Hein? Aujourd'hui, on a un sexe qui est totalement
on va dire, coiffé, si vous voulez. Totalement arrangé. Alors, la pornographie, donc, visagéifie le sexe. J'emploie ce terme, ce néologisme, hein, visagéifie, c'est-à-dire donne du visage au sexe. Voilà une manière, si vous voulez, de domestiquer, en tous les cas, de contrôler le rapport que nous avons tous à la sexualité. Nous avons tous un rapport à la sexualité compliqué, finalement. Hein. C'est jamais simple. Hein. Quoi qu'il en soit de notre libération sexuelle, jamais personne n'est tranquille devant le sexe. Hein, même si aujourd'hui on peut être plus ou moins à l'aise avec ça, naturellement, mais jamais personne n'est tranquille devant cette chose-là. Donc il faut d'une certaine façon codifier l'acte pour qu'il soit acceptable. Hein. Alors, d'ailleurs, je vous renvoie, le lien entre sexe et visage est un lien dont Freud parle, cette correspondance sexe-visage est une correspondance attestée d'ailleurs par Freud. Je vous renvoie à l'interprétation des rêves. Freud nous dit que tout ce qui rend le visage, par exemple, dans le rêve, alors, ça peut être le regard, il parle beaucoup, par exemple, des dents, de la bouche, du nez, etc., est toujours quelque chose qui, pour Freud, dans le rêve, renvoie à une représentation déplacée du sexe. Hein, je vous dis aussi rappelle aussi que son ami Fliss, vous savez, la grande thèse de Fliss, c'était de dire qu'il y avait un lien direct entre le nez et le sexe. Hein, qu'une femme qui saigne du nez est une femme qui a ses règles par le haut. Voilà l'idée de Fliss. Hein. Reprise par Grodek, etc. Donc, ce qui est, après, il y a d'ailleurs, toujours pour revenir un peu sur la mythologie, je vous renvoie, pas le temps d'en parler ici, mais je vous renvoie au mythe de Bobo, je ne sais pas si vous connaissez, hein, qui n'est pas tellement connu, mais c'est cette histoire très rapide de cette petite vieille, vous savez, qui croise le chemin d'Éméter, qui déprime parce qu'on lui a pris sa fille. Bon, donc elle essaie, elle ne sait pas, cette brave dame, elle ne sait pas du tout qu'elle a affaire à une déesse, hein, pas du tout, mais donc elle voit bien que cette fille est triste, donc elle essaie de la distraire, enfin je passe sur les détails, et en fait la manière de la distraire, c'est à un moment donné, elle se met devant elle, elle soulève sa jupe et lui montre son sexe. Et sur son sexe, c'est ce qu'on voit sur les poteries, certaines poteries, sur son sexe, elle a dessiné un visage, avec des yeux, voilà. Et ça fait rire la déesse. Et ça la sort de sa dépression. Donc il y a un acte, on va dire obscène. Voilà, ça c'est intéressant justement. Cette dame, en plus une vieille dame, c'est intéressant dans le mythe parce qu'on a affaire à une vieille dame, je veux dire, si on attend des choses d'une vieille dame, c'est pas ça, justement. Là, elle fait justement, elle soulève sa jupe, donc elle a un acte obscène, mais cette obscénité-là est une obscénité justement visagéifiée, et qui donc a un effet thérapeutique en quelque sorte, puisque la déesse sort de sa dépression, et ce qui est important dans le mythe, puisque la déesse, c'était la déesse de la fertilité, et donc déesse de la fertilité qui déprime, c'est très mauvais pour l'humanité. C'est ça l'idée. Voilà. Donc voilà. Donc lien important à penser, si vous voulez, entre la question du sexe et du visage. Alors, donc, j'en ai dit un petit mot, mais très rapidement, l'obscénité visagéifiée, donc dans le porno courant, trouve aujourd'hui donc sa forme, on va dire, identitaire, par le sexe montré privé de sa pilosité, partielle ou totale. Sexe de parade en quelque sorte, dénaturé, éloigné de sa nature. Hein, de son origine, pour dire, vous savez, comme Courbet, c'est l'origine du mot, vous savez, c'est ce fameux sexe qui caché est un sexe, on va dire, montré dans sa pleine nature. Ça, c'est quelque chose que vous ne verrez pas jamais dans un film pornographique. Aujourd'hui, il y a des spécialistes d'ailleurs, des sémiologues de la pornographie, c'est pas mon cas, mais qui vont vous dire, justement aujourd'hui, la pilosité naturelle d'une femme dans un film porno appartient à ce qu'on appelle des niches aujourd'hui, c'est-à-dire c'est des trucs pour ce qu'on peut appeler entre guillemets les déviants de la pornographie.
Un garçon qui veut voir ça est un garçon déviant. Hein? Bon. Donc, ce sexe, on va dire, privé donc de sa pilosité, c'est quoi? C'est un sexe neutralisé. C'est-à-dire sa charge d'obscénité doit être réduite par cet acte-là. Comme un visage, il peut même de plus en plus s'accompagner, là je parle naturellement de ce qu'on peut voir, il peut même s'accompagner de parures intimes, vous savez, des parures intimes très importantes aujourd'hui sur la scène porno. C'est quoi? Les piercings, les implants, vous savez, c'est que vous voyez assez souvent, voire même de plus en plus aujourd'hui retouché par la chirurgie intime. Il y a un développement, fort développement de la chirurgie intime, de manière, vous savez, à raboter, si je puis dire, vous savez, le sexe et les lèvres du sexe, de manière à obtenir, alors après, un sexe d'enfant. Un sexe d'enfant. C'est ça un sexe sans, on va dire, sans protubérance, si vous voulez, et sans pilosité. Qu'est-ce que vous fabriquez? Vous fabriquez un sexe d'enfant. Enfin, oui, d'enfant. Bon. Donc l'épilation pornographique fait partie du rituel de mise à distance de l'acte sexuel, qui, bien qu'effectif, hein, est donné comme hors réalité. Alors là, je cite une phrase d'un auteur, M. Da Silva, qui a travaillé sur cette question. Je vais quand même passer rapidement sur ce point, mais c'est un indicatif aujourd'hui extrêmement fort. Alors, quand vous lisez aujourd'hui toutes sortes de choses sur le corps, dans sa présentation, enfin le corps, c'est-à-dire tel qu'il est aujourd'hui modélisé en quelque sorte, et qui sert de modèle pour les adolescents et les adolescentes en particulier, mais pas simplement, les femmes. C'est-à-dire comment est-ce qu'une femme, aujourd'hui, pas notre sujet, mais c'est toujours intéressant, est-ce qu'il y a un rapport ou pas un rapport? Quelle est la représentation, la figure, on va dire, emblématique du corps féminin aujourd'hui? Tout le monde sait qu'aujourd'hui, les jeunes femmes, dans, on va dire, la préparation de leur corps, je ne parle pas de pornographie, simplement dans l'entretien de leur corps, l'épilation est une nécessité. Hein? C'est même quelque chose qui fait partie, on va dire, de la pratique courante, enfin de l'entretien du corps féminin, et aussi, d'une certaine façon, du corps masculin. C'est-à-dire qu'il y a, dit-on, moi je suis moins d'accord quand même avec cette question et cette correspondance, mais beaucoup de gens disent, voilà, nos jeunes filles, nos adolescentes, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'identifient au corps vu sur la scène théâtrale du porno. Donc il y a une forme de correspondance. Bon, c'est à penser. Moi je reste très sceptique quand même sur la facilité qui consiste à faire un lien, si vous voulez, direct entre la pornographie et le corps pornographique tel qu'il existe, et le réel, si vous voulez, du corps. C'est-à-dire que, de même que dire la pornographie et l'acte pornographique va susciter, on va dire, ce qu'on appelle une mimésis, vous savez, une imitation chez les adolescents, ils vont vouloir faire pareil que ce qu'ils ont vu. Non. Je n'y crois pas. Je vous rappelle d'ailleurs, on sait qu'il y a des études tout à fait sérieuses sur les pratiques sexuelles des Français, jeunes ou moins jeunes, et que si on prend par exemple le commencement de la vie sexuelle, les pratiques sexuelles des jeunes Français, filles ou garçons, ce qu'on peut connaître sur les 50 dernières années, très peu de choses ont changé. D'abord, le premier acte sexuel se fait à peu près toujours aux mêmes âges, il n'y a pas de précocité particulière, un peu plus, mais pas tellement. Quant aux pratiques sexuelles, elles ont un peu évolué, enfin dans une forme
une forme, on va dire, de libération, mais sans plus. Hein, on ne voit pas du tout un changement significatif des pratiques sexuelles. Bon, ça c'est une parenthèse. Donc, l'idée ici, c'est de montrer que la formation de la scène pornographique tient donc à cette opération théâtrale de parade phallique, de monstration en quelque sorte, pour reprendre un terme utilisé par Lacan d'ailleurs, de défi, d'exhibition pompeuse, parade, hein, je l'ai dit, au double sens d'être à la fois une théâtralité et à la fois un évitement. Hein, à la fois un évitement. Alors, le débordement maintenant de cette scène sur l'espace public. Débordement, c'est-à-dire, est-ce que nous serions dans une société, on va dire, hyper sexuée? C'est ce qu'on entend. Il y a eu, pas longtemps d'ailleurs ici, un colloque sur la question de l'hypersexualité. C'est une question compliquée, je pense, je ne suis pas sûr que... Qu'est-ce que ça veut dire une sexualité hypersexuée? C'est une société, je dis, c'est une société qui offrirait des sources diverses d'excitation plus ou moins maîtrisées et plus ou moins maîtrisables. Donc, c'est-à-dire produisant une excitation qui ne parviendrait pas à se résoudre dans un acte adéquat, comme dit Freud. Vous savez, je vous renvoie, je trouve que là, ça mériterait de repenser les premiers articles de Freud, vous savez, sur le lien, les rapports entre névrose actuelle et psychonévrose de transfert, vous savez. La névrose actuelle étant névrose d'angoisse, neurasthénie, étant pour Freud ce type de névrose résultant d'une satisfaction inadéquate et donc d'une mauvaise décharge en quelque sorte de la libido dans la masturbation. Hein, je vous renvoie, vous savez qu'il est justifié de séparer, vous connaissez cet article de Freud, hein, bon. Je vous renvoie à ça. Ça mériterait peut-être d'être pris. La question de la masturbation, par exemple, est une question tout à fait passionnante, j'allais dire, qui a passionné Freud, parce que son époque aussi était très portée à s'y intéresser. Aujourd'hui, nous sommes, dans une société où la masturbation des adolescents, c'est quoi la sexualité des adolescents? La plupart du temps, c'est de la masturbation. Hein, mais ça n'est pas un sujet aujourd'hui, ça n'est plus un sujet. Je ne dis pas que ça pourrait l'être d'une façon nouvelle. En tous les cas, c'est des reprises qui me semblent importantes. D'où l'idée que la fameuse libération sexuelle, c'est une autre question ouverte et intéressante. Vous savez, donc, nous fêtons mai 68, là, c'est les 50 ans, c'est ça, hein, les 50 ans de mai 68, qui a correspondu à une libération des mœurs, à la libération sexuelle, très bien. Et sans doute qu'il y a eu d'ailleurs par la suite, avec la contraception, l'IVG, etc., tout un système, on va dire, sociétal, comme on dit, qui a permis une plus grande liberté sexuelle. Mais est-ce que ces conditions sociétales, justement, qui œuvrent à libérer la sexualité, parviennent, on va dire, à libérer, on va dire, à produire une forme satisfaisante de sexualité? Ça, c'est une question à laquelle je ne réponds pas, mais qui est intéressante. Donc nous avons, je terminerai peut-être par cette partie, nous avons à l'intérieur de toute formation sociale, tout groupe social, à entendre l'obscène, ce dont je parle ici, dans sa fonction. C'est-à-dire, ce que je veux dire ici, c'est que l'obscène a une fonction sociale. L'obscène, d'une certaine façon, trouve son lien et son liant dans toute formation sociale. D'une certaine façon, on pourrait, bon, on avance très vite, bien sûr, on pourrait étudier l'histoire par ce bout-là. Je ne dis pas qu'il n'y a que ce bout-là. On pourrait étudier l'histoire, les sociétés,
en s'intéressant à la façon dont une société traite cette question de l'obscène. C'est-à-dire la favorise et la censure naturellement. Hein? Pour prendre, pour aller très vite, naturellement, toute une société comme la nôtre, maintenant évidemment, beaucoup moins, mais plus du tout, mais toutes nos sociétés qui ont été portées par la religion, moi jusqu'au XVIIIe siècle, si vous voulez. On va dire que la Révolution française, c'est une façon de se libérer, on va dire, du joug royal, mais du joug religieux. Sous le joug religieux, l'obscène, il était où? Qu'est-ce qui créait une tentation permanente? Et qui produisait de la transgression, et qui produisait parfois autre chose. Ce qui a disparu, vous savez, largement maintenant, c'est le diable. Hein, ça, c'est une. Il y a une. Alors, nous, quel est notre diable? Plus personne ne sait le gros diable aujourd'hui, enfin, sauf il faut garder bien nos choses, parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Hein? C'est Dolto qui, ça me revient là, quand elle s'occupait des enfants, vous savez, donc, et souvent elle dit, voilà une chose qui est très intéressante quand on travaille avec les enfants d'ailleurs, et elle disait souvent aux enfants, elle disait, bon, dessine-moi ton diable. Ouais, dessine-moi ton diable. Alors, c'est-à-dire ce qui te fait peur, qu'est-ce qui te fait peur, mais ce qui te fait peur, c'est aussi ce qui t'intéresse. Donc, cette histoire d'obscénité dans la pornographie a une fonction, aujourd'hui, on va dire de normalisation. Hein, ça peut paraître très paradoxal, mais je ne suis pas du tout sûr que la pornographie, dans sa diffusion de masse, produise de la décadence. D'une certaine façon, c'est le contraire. Ça produit de la normalisation. En tout cas, c'est la thèse que j'essaie d'avancer dans le livre dont vous avez parlé. Donc, psychanalyse et pornographie. Alors, aux éditions La Musardine, donc c'est pour ça que j'en profite, achetez. Voilà. Alors, je suis à peu près à l'heure, donc bon, je dis à peu près ce que je voulais dire, hein, donc je vous remercie, je vais m'arrêter là. Voilà. Alors, merci beaucoup pour cette intervention. En plus, bah oui, dans les temps du coup. En plus, surtout que c'est un sujet totalement d'actualité en plus, hein, comme on le disait ce matin rapidement avec cette histoire des actrices porno qui demandent aujourd'hui à quitter le théâtre de la pornographie et qui font un peu la une de certains médias, mais aussi Emmanuel Macron qui a pas si longtemps a tweeté par rapport à la pornographie aussi quelque chose qui a fait un peu scandale dans le monde de la pornographie aussi. Donc en tout cas, il y a plein de questions qui se posent aujourd'hui. Je profite du fait que j'ai le micro pour le faire passer dans la salle pour poser ma première question. Du coup. En fait, j'aurais deux questions. La première qui serait plus par rapport au scénario des films porno. Parce que est-ce qu'on peut se demander si justement le fait que les films porno soient connus pour avoir justement une scénarisation très faible, ce serait aussi pour justement laisser totalement la place au corps et à l'obscène en évitant justement toute scénarisation et toute narration qui pourrait permettre de subjectiver un peu trop les acteurs qu'on pourrait voir en fait là-dedans. Et deuxième question qui est un peu plus par rapport aux contemporains, on va dire, j'interviens beaucoup auprès des jeunes pour leur parler de l'impact des images à la télé, sur internet et tout ça. Et je remarque que dès le CE1, CE2 aujourd'hui, j'ai pas mal de jeunes qui sont confrontés justement à la pornographie, parce que c'est pas comme dans les années 80 où généralement c'était des groupes d'ados qui se réunissaient tous autour de la télé à regarder une VHS ensemble, mais maintenant c'est quand même plus facile avec les smartphones de pouvoir atteindre ça. Et comment est-ce qu'on peut percevoir, penser cette question de la pornographie auprès des jeunes donc, qui sont prépubères et donc qui n'ont même pas encore atteint l'âge de la préadolescence? Oui, alors, la question que vous posez, elle est complexe. Hein, comment est-ce qu'on peut... Alors, effectivement, aujourd'hui tout le monde sait,
grâce ou à cause des smartphones, effectivement, c'est tellement facile. Comment voulez-vous qu'un jeune, on peut pas, d'une certaine façon, c'est la société qui n'a pas pris les mesures jusqu'à aujourd'hui d'empêcher ça. Vous donnez un smartphone à un enfant, il va taper sexe sur son truc. Hein, il va y aller forcément. Après, on vous dit, oui, mais il y a des barrages. Il n'y a aucun barrage. On vous demande, est-ce que vous avez 18 ans? On dit oui. Et c'est tout. Donc, il n'y a aucune interdiction. Enfin, d'une certaine façon, il y a même, je ne dis pas une facilitation, en tous les cas, il y a une ouverture totale, absolue. Donc maintenant, il n'y a pas de... Première chose, c'est qu'il n'y a pas, donc, aux yeux de l'enfant et des enfants et des ados, il n'y a pas une représentation, on va dire, d'une autorité. Il n'y a aucune autorité pour l'enfant. Maintenant, les effets de ce qu'il voit, parce que c'est effectivement, il peut voir tout et tout, le pire, enfin, tout ce qu'on veut. Quels sont les... Surtout, vous dites CE1, CE2. Ça, c'est une question importante, hein, parce que, c'est-à-dire des enfants qui ont 9 ans, 8 ans... ouais, donc... Là, on a affaire à des enfants qui sont, on va dire, au seuil, enfin, mais au seuil même pas, enfin, qui sont pré-ados, mais qui sont pas dans le, on va dire l'échauffement de leur propre fantasme, comme à l'adolescence. Donc là, il y a quelque chose qui est problématique, qui peut, en tous les cas, qui peut produire, je pense, moi j'en parle souvent, et d'ailleurs certains enseignants, il y a une forme aujourd'hui d'hyper-excitabilité de l'enfant, surtout. Et ça produit une hyper-excitabilité qui ne parvient sans doute pas, la plupart du temps, à se lier à, on va dire, du fantasme. Parce que l'ado qui s'excite en regardant du porno, ce qui fait trauma d'une certaine façon, ce serait que la scène porno ne rejoigne rien chez le sujet. Et que ce soit un pur, j'allais dire, une pure effet de réel, comme on dit. Voilà, et ça oui. Mais la plupart du temps chez les ados, regarder du porno, on va dire, courant, moi j'ai un peu travaillé aussi là-dessus. La plupart des scénarios, on va dire, comme vous dites, les scénarios des scènes porno, c'est, on va dire, c'est le courant de la sexualité la plus courante. Il n'y a pas d'acte. Qu'est-ce qui serait vraiment, d'ailleurs, on pourrait se demander, quel serait l'acte ou la pratique sexuelle qu'on pourrait considérer comme transgressive aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait être considéré comme transgressif? Il y a eu alors, cette fameuse sodomie, vous savez, qui a parcouru les sociétés, y compris la nôtre, mais aujourd'hui, bon, c'est une pratique qu'on dit tout aussi courante qu'une autre. Bon, qu'est-ce qui serait une pratique dite déviante? Pédophilie. Comment? La pédophilie. Ah oui. Oui, mais là, vous prenez, oui, alors un cas, effectivement, oui. Il y a très très peu effectivement, de champs interdits. D'ailleurs, la pédophilie est une pornographie interdite. Hein, vous savez, bien sûr. Hein, personne peut en voir. On sait très bien qu'on peut, mais c'est dur. Mais autrement, mis à part la pédophilie, rien n'est interdit. Donc, alors ça pose une autre question, qui n'est pas directement le sujet, mais moi qui m'intéresse d'ailleurs, c'est la... Vous savez que Freud s'est beaucoup intéressé avec les 3 essais, c'est la sexualité infantile et à la perversion. Qu'est-ce qu'il en est de la perversion aujourd'hui? Cette notion psychopatho, disons, et psychanalytique, de la perversion. Est-ce que ça existe encore un sujet pervers? Qu'est-ce que c'est que la perversion? Aujourd'hui, franchement, ça c'est un sujet dont les psys ne parlent pratiquement plus. Et s'interdisent même d'utiliser le mot pervers. Parce que tout de suite, on va vous dire, attends, pourquoi tu dis que celui-là est pervers? Enfin, c'est très difficile.
Oui. Par rapport au pervers narcissique, c'est quelque chose qu'on entend quand même beaucoup aujourd'hui. Alors, oui, excusez-moi, mais je trouve que... Alors, après, c'est une question... moi, le pervers narcissique, je sais, ça existe, mais moi, c'est pas un pervers. Au sens freudien du terme. Hein, le pervers narcissique, c'est une notion qui a été inventée par un certain nombre de gens récemment, hein, ça a une quarantaine d'années, cette histoire. Mais le pervers narcissique, c'est une notion qui n'existe pas chez Freud. Chez Freud, ce qui existe, c'est le pervers sexuel, uniquement. Hein, et que chez Freud, la définition du pervers est claire, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'obtient son plaisir, je veux dire qui n'a pas pour finalité l'acte sexuel, c'est-à-dire la génitalisation de l'acte. Donc sa finalité, c'est par exemple, si vous prenez un voyeur, il y a le voyeur pervers et le voyeur névrosé, il y a deux. Le voyeur névrosé, c'est la personne qui s'excite en regardant son porno le samedi soir et qui va se finir, entre guillemets, avec sa femme quand elle est réveillée. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Hein, donc, il y a un voyeurisme normal. Mais le voyeurisme pervers, c'est pas ça, c'est intéressant, le voyeurisme pervers. C'est celui qui, ça peut être un véritable artiste, d'une certaine façon. Le voyeur pervers, il ne va pas s'exciter en regardant du porno. Ça ne l'intéresse pas du tout. Parce que le voyeur pervers, c'est très bien que c'est du cinéma. Lui, il veut voir du vrai. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, le voyeur pervers? Il va mettre en place tout un scénario plus ou moins compliqué, plus ou moins dangereux, naturellement, pour aller voir je veux dire, j'allais dire la dame qui se déshabille dans sa salle de bain, ou etc., pour voir le vrai. C'est ça qu'il veut. Et c'est ça qui va faire la finalité de sa sexualité. Ça, c'est intéressant. Parce que là, on a une sexualité tout à fait sophistiquée, extrêmement transgressive. Le pervers névrosé, que nous sommes tous, plus ou moins, on n'est pas les transgressifs. Personne ne prend de risque avec la sexualité. Vous faites ça chez vous, à l'abri des regards, enfin où vous voulez chez vous, mais à l'abri des regards. Vous ne prenez pas de risque, très peu. Le pervers, son truc, c'est de prendre des risques. Voilà. Donc voilà, alors je parlais c'est pour ça que le pervers narcissique, alors c'est tout à fait autre chose. Moi je ne suis pas spécialiste de ça, mais beaucoup utilisé pour parler du harceleur, du manipulateur. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Sinon je peux parler fort, si tu vois, j'avais sur la question des scénarios, alors je ne sais pas exactement d'où ça vient, mais c'est une boutade qu'on entend souvent, qui serait née sur les forums de 4chan, qui est un forum de discussion, et qui dit si vous avez une idée, il y en a déjà une version porno qui existe. Vous avez une nouvelle idée, il en existe déjà une version porno. Et du coup, dans cette idée que les scénars, c'est une vision du porno comme un espace d'inventivité, où du coup, où il y a une sorte d'ironisation des nouvelles idées, de mise en scène, mais où la question d'avoir des scénars très faibles dans le porno, du coup, est questionnée par ça, avec l'idée que le porno c'est aussi un espace où les gens inventent plein de scénars absolument absurdes, mais où du coup il y a une sorte de multiplicité et d'inventivité, et où tous les scénars possibles existeraient en porno. Et donc voilà, sur la question justement de scénario, ça me faisait penser à ça. Et la question que je me posais, c'était aussi par rapport au féministe porn. Oui. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez de tout ce mouvement-là en fait? J'en parle un peu d'ailleurs dans mon livre de ça, parce que il y a effectivement tout un mouvement pro-porn. Enfin, dans le féminisme c'est compliqué, parce qu'il y a les pro-porn, pro-sexe, mais il y a aussi le contraire. Il y a les féministes anti-porn qui pensent, comme beaucoup, que la pornographie véhicule une image dégradée de la femme, etc. Bon, très bien. C'est vrai qu'on peut très bien pas nier le fait que la femme est souvent une espèce d'agent de la jouissance masculine. Voilà. Bon. Mais le féminisme pro-porn qui est porté par exemple par une fille comme Ovidie, par exemple. Vous connaissez, non
ce texte star du X, qui aujourd'hui défend un peu le fait de développer, on va dire, une pornographie faite par des femmes, parce que c'est vrai que le porno, il est fait à 95% par des hommes. Donc, un porno fait par des femmes, pour des femmes, les femmes étant naturellement les mieux placées pour savoir ce que veulent regarder les femmes, sachant que, alors c'est aussi que le porno tel qu'il existe et que le plaisir du porno, en tous les cas, est réputé pour être un plaisir d'homme, c'est les hommes qui regardent ça, dit-on jusqu'à aujourd'hui. Mais il semblerait qu'aujourd'hui, justement, il faille développer. C'est pas que la femme serait inapte, on va dire, à regarder du porno. Ça veut dire que, on va dire, la culture dans laquelle nous baignons l'a empêché d'être autorisée à regarder du porno. C'est un truc qu'on a autorisé aux garçons. Bon, tu peux regarder ça toi, mais toi non. Donc libérer, on va dire, le voyeurisme féminin, parce qu'on dit que les voyeurs c'est les hommes. Enfin, on dit. Oui, il y a cette ligne. Hein, donc, il s'agit dans un féminisme, on va dire, très pro-sexe, en quelque sorte, d'en finir avec ces stéréotypes, portés d'ailleurs par la psychanalyse. Et c'est les psychanalystes, beaucoup, qui ont dit que la femme n'était pas, la perversion n'était pas une affaire de femme. De toute façon. Et qu'on a isolé la femme de toute forme, on va dire, de déviation, en faisant surtout fondamentalement un être frigide. Enfin, tout à fait des choses comme ça, mais il y avait un peu cette... Merci beaucoup. Voilà, merci.